Les gars, on se retrouve pour la deuxième partie de cette rotation Pokémon 2024. Dans la première vidéo, on avait vu l'impact de la rotation sur la méta que nous connaissons actuellement. Là, dans cette vidéo, je vous propose de parler de l'après-rotation avec cette nouvelle extension qui est Temporal Force qui va ramener son lot de nouvelles cartes. Et pour découvrir ça, je vous propose d'aller dans le laboratoire international TCG qui est aussi appelé Japon. Et il y a une semaine de ça, il y a eu un gros tournoi, une Champions League de 2600 joueurs un tournoi dans ce format-là, avec la rotation et la nouvelle extension. Et je trouvais ça intéressant de voir les choix de decks des Japonais, comment ils ont intégré les nouvelles cartes, est-ce que de nouveaux decks ont émergé, est-ce que d'autres decks sont revenus, et c'est ce qu'on va analyser à travers ce tournoi. Avant de passer au tournoi, je voudrais juste qu'on discute des nouveaux objets que Temporal Force va apporter. Et ce sont les objets Ace Spec. Donc, ils ont une particularité, c'est comme les Pokémon Radieux, on peut en jouer qu'un seul par deck, ce qui démontre un peu leur puissance. On va les regarder un par un, comme ça on sera plus pertinent de dire ok, je comprends pourquoi il a choisi cet objet-là par rapport à un autre dans tel ou tel deck. Donc on commence par la cape du héros. Le Pokémon auquel cette carte est attachée gagne 100 PV, ça nous rappelle la cape luxuriante sans la restriction. De toute façon, vous allez voir que les objets Espec, c'est des objets qu'on connaît déjà, mais qui sont boostés. Master Ball, cherchez un Pokémon de votre deck, ajoutez-le à votre main, aucune restriction, ok. Maximum Belt, ça augmente de 50 les dégâts contre les Pokémon X, ok, intéressant. Prime Catcher, là ça va vous rappeler quelque chose, hein. Échangez un des Pokémon de banc de votre adversaire avec le Pokémon actif. Si vous le faites, échangez votre Pokémon actif avec l'un des Pokémon de banc. C'est échange croisé en une seule carte. Les Dromes, petite particularité, estampillé, temps passé. Tirez une carte, piochez une carte pour chacun de vos Pokémon anciens en jeu. On avait le passé, on a le futur. Attachez une carte énergie de base de votre pile de défausse à chacun de vos Pokémon futurs en jeu. Ok. Néo Hyper Énergie. Tant que cette carte est attachée à un Pokémon, elle fournit une énergie incolore. S'il s'agit d'un Pokémon de niveau 2, important, elle fournit 2 énergies à la fois. Ok, maintenant qu'on connaît les objets, on a une meilleure vision et on va pouvoir passer à l'analyse de la méta japonaise. Alors, ça, c'est un graphique que j'ai tiré de Pokébook, un site qui répertorie différents tournois et qui, avec le temps et les différents tournois qui ont été exécutés entre la rotation et ce tournoi, a généré ce graphique-là qui est une représentation de la méta. Et on peut voir que Dracofeu est tout seul en tier 1 et ça montre vraiment une domination de ce deck-là sur la méta. En tier 2, on a Baojan, le retour de Lugia. On a aussi du LZB. Pas étonnant, je vous avais dit, c'est un deck qui a énormément de capacité de se relever et il le fait. Et le retour de Arceus, Giratina, on va essayer de comprendre pourquoi. En tier 3, on a du Rugilune. On a un nouveau deck temps passé, du Gros Mago, et un autre nouveau deck temps passé. Avant de poursuivre sur le tournoi, je voudrais préciser certains points. Le format au Japon, c'est du BO1. Les rounds, le top et la finale se jouent en une seule manche. Donc les joueurs japonais vont adapter leur choix de deck sur ça, vont adapter leur construction de deck par rapport à ça aussi, et ils vont surtout se baser aussi sur ce genre de graphique pour construire leur deck. Et en l'occurrence, là, en voyant ça, si tu ne construis pas ton deck pour battre Dracofeu, si tu choisis pas ton deck pour battre Dracofeu et tu le construis pas en fonction, ça ne sert à rien d'y aller. Et les joueurs qui ont fait cet exercice-là, fait cet effort, ça leur a payé parce qu'on peut voir que dans cette répartition jour 1, Dracofeu est très très présent, domine vraiment. Juste en dessous, on a Baojan, LZB. Là, on retrouve vraiment le graphique qu'on avait vu précédemment sur la méta. On a Arceus Star, Lugia, et les decks un peu plus tier 3 où les joueurs n'ont pas eu forcément confiance dans ces decks-là. Un nouveau deck temps passé, le Rigilune, un deck Giratina LZB. Giratina LZB qui était très populaire, qui a vraiment descendu. J'aurais aimé avoir un autre graphique d'un tel tournoi pour voir le différentiel entre avant la rota et après la rota. Et on a aussi du Gros Mago. On peut remarquer aussi qu'on n'a plus de Miraidon, on n'a plus de Gardevoir. Maintenant que ça c'est dit, je vous propose de passer au top 16 du tournoi. Et là, on a le top 16 de ce tournoi. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas tous les decks qu'on avait vus dans la représentation de la méta. Ces decks-là feront l'objet d'une troisième vidéo où on va regarder ce que devient Gros Mago, ce que devient Baojan et les autres decks temps passés qui ne sont pas dans ce top 16. Pour ce top 16, je vous propose d'analyser les decks un par un, regarder les nouvelles cartes qui sont entrées, pourquoi elles sont là, quelle est l'idée derrière et quels sont les nouveaux combos.
On va commencer par le 16e pour aller vers le premier. Et le premier deck, c'est un LZB. Et c'est un LZB plutôt classique, pas de surprise, on retrouve les Pokémon qu'on avait annoncés, du PDF, du Rigilune, du Raikou, c'est des Pokémon qui étaient déjà joués dans les decklists LZB qu'on a actuellement, donc pas vraiment de surprise. On voit quand même quelques nouvelles cartes, on voit le skateboard, et ça c'est pas mal. Ça je trouve que c'est une très bonne carte qui match parfaitement avec le deck. Le Pokémon auquel cette carte est attachée, son coût de retrait est réduit de 1, et si le Pokémon a moins de 30 PV, il n'a plus de coup de retrait. Bon, le deuxième effet est un petit peu anecdotique, on va pas souvent l'utiliser dans ce deck-là. Par contre, le premier, il est vraiment fort. Tu attaches ça à un Guériland, et tu as un Guériland qui peut se switcher très facilement sans avoir besoin d'utiliser de chariot ou dépenser des énergies. Sachant que quand sortie est parti, c'est vraiment plutôt pas mal. On a le pistolet, donc les fameuses cartes Ace Spec, et quand on réfléchit aux autres objets Ace Spec qu'on avait vus, on se dit qu'il n'y en a aucun qui est intéressant pour un deck LZB. Et Prime Catcher, ça reste quand même un boss order en objet que tu peux dépenser de manière offensive, défensive, ou même si tu as juste envie de mettre un de tes Pokémon sur le banc en poste active. C'est un objet très polyvalent. Je vais juste revenir rapidement sur cette CT qui n'est pas de la nouvelle extension, qui vient de Destiné à Paldea. Elle n'était pas jouée. Maintenant que de la place s'est libérée, peut-être qu'elle va trouver sa place dans les decks LZB. Ça permet de taper à 280 si la game est un peu serrée en late game, quand il reste une presse à l'adversaire. Et le combo, en fait, tu le mets sur ton Cramoran. Et du coup, tu peux taper à 280. Ça va chercher énormément de Pokémon. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur cette liste. Je vous propose donc de passer à la suivante. Dracofeu. Et là, c'est un Dracofeu roux carnage. En soi, quand on regarde la liste là, il n'y a rien de surprenant, absolument rien. Aucune nouvelle carte, à part les brioches, mais on sait pourquoi elles sont là, on en a déjà discuté dans la vidéo précédente. Le seul truc, c'est qu'il a choisi cet objet-là, il a choisi la cape. Comme je vous ai dit précédemment, je pense que dans ce tournoi, il est important de focus le match-up Dracofeu. Et je pense que c'est dans cet objectif-là, dans l'objectif du miroir, où tu peux équiper ta cape sur un Dracofeu qui le fait passer à 430, donc il ne pourra plus être one-shot par le Dracofeu adverse, là où toi tu vas pouvoir le faire, ou même l'équiper à ton roux carnage, qui lui en a que 280, qu'on peut aller chercher beaucoup plus facilement, surtout que maintenant on a la nouvelle ceinture qui augmente les dégâts contre les Pokémon X de 5 ans, donc tu peux aussi augmenter les PV de ton roux carnage pour que l'adversaire ne puisse pas aller le chercher. C'est vraiment dans un côté défensif. Je pense que c'est pas l'objet vers lequel je me serais tourné. Je me serais plus peut-être tourné vers soit la ceinture pour aller chercher des Pokémon X très rapidement, soit je me serais tourné vers le Prime Catcher. Je propose de passer à la decklist suivante. Et là, on voit du Miraidon. On se dit qu'est-ce que c'est? Et c'est pas du tout le Miraidon auquel vous pensiez. Par contre, c'est un nouveau deck, temps futur, et je vous propose de l'analyser. Iron Crown. Alors, lui, il a un talent qui augmente de 20 les dégâts des Pokémon temps futur, excepté lui. Il en joue 3, donc on peut se dire qu'on a déjà quelque chose qui peut faire plus 60. Le Miraidon, ce Miraidon-là, qui pour une énergie va taper à 40 ou plus, maintenant qu'on on sait qu'il y a un Pokémon qui booste, et qui permet d'attacher 2 énergies. C'est plutôt pas mal pour une attaque qui coûte une énergie. Intéressant. Les dresseurs, ceux-là, on va pas les présenter, juste on a Mortis qui est un nouveau dresseur qui ressemble énormément à Amaryllis. Là où Amaryllis, tu dois défausser 2 et tu piochais pour chaque Pokémon de l'adversaire, là tu défausses 1 mais tu pioches pour chaque Pokémon du banc. Donc tu vas forcément piocher 1 de moins par rapport à Amaryllis. Est-ce que la carte est meilleure? C'est très... Je pense qu'on peut pas dire que Amaryllis ou Mortis est meilleur l'un que l'autre. En fait, les deux cartes sont intéressantes en fonction du deck, tout simplement. Les pistolets qui sont là pour aller attacher les énergies sur le PDF. Technoradar qui fait officiellement office de passe VIP dans ce deck. Là, donc une carte très intéressante. Le nouvel objet, Reboot Pod, comme quoi il est bien design parce que tu joues un objet temps futur dans un deck temps futur. Donc ça te permet d'attacher des énergies, donc d'aller assez vite sur un PDF qui a besoin de beaucoup d'énergie. Le Heavy Bâton. Alors ça, c'est une carte qui a été design, j'ai l'impression, pour jouer avec PDF. Si le coup de retrait de ton Pokémon est exactement de 4 et qu'il meurt et que cette carte lui est attachée, tu peux transvaser 3 énergies sur un des Pokémon de ton banc. Voilà. Maintenant qu'on a fait le tour, on peut se dire que, en fait, pour moi, ça c'est vraiment un deck que j'appellerais Turbo PDF. Et l'objectif, en fait, c'est booster l'attaque de ton PDF et qui tape
fort. Donc c'est un deck go second. Je pense que ta priorité, ça va être de taper avec ce Miraidon-là pour attacher des énergies, parce que j'ai pas l'impression, où il y a très peu de cas où ça va arriver, où tu vas réussir à setup un PDF dès ton tour 1. Quoique, non, je suis pas très convaincu. Mais grâce à ce Miraidon-là, tu es sûr qu'au prochain tour, tu vas pouvoir taper. Et ce qui est intéressant, donc on a vu qu'il y avait un boost de plus 60 potentiel. Donc ça fait passer l'attaque de ton PDF à 220. 220 pour 3 énergies, ça commence à être intéressant. Tu vas chercher des Pokémon X, tu vas chercher les Pokémon V. La deuxième attaque, tu l'as fait passer à 180. Là, je trouve ça un peu plus anecdotique parce qu'en fait, tu vas pas forcément chercher les Pokémon V ou les X qui te permettraient de récupérer 3 prices par 3 prices. En soi, tu vas chercher les Pokémon que tu allais déjà chercher. Mais faut pas oublier, les gars, qu'on a cette capsule, et cette capsule, elle vient régler 2 problèmes du deck. Dans un premier temps, cette capsule, elle annule les coups de retrait. Et ça, c'est super intéressant dans un deck où tu joues PDF qui a 4 de coups de retrait, et tu ne peux pas payer ce coup de retrait, sinon tu perds vraiment beaucoup trop de ressources. Donc là, ça vient régler un premier problème. Et le deuxième aspect, c'est qu'elle augmente les dégâts de 20. Donc on passe pas à 60, on est à plus 80. Et là, c'est intéressant. Là, ton PDF, il va taper à 240. Donc là, tu vas vraiment chercher tous les X, tous les V. Et derrière, par contre, là, je suis un peu plus sceptique. Tu passes quand même à 200. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon V ou X qui sont en range de cette attaque-là. C'est un peu 200, c'est un peu l'attaque qui est un peu bâtarde. Donc tu vas pas forcément pouvoir récupérer 3 prices par 3 prices. Il manque un petit coup de boost. Si on passe à 220, là je trouve ça vraiment fort, vraiment intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, il y a un truc qui me... Je sais pas qui me gêne. Je pense que c'est un deck qui a peut-être un avenir. On verra comment la méta évolue. Mais va falloir être un petit peu tricky parce que voilà, on joue un bâton, on joue des capsules. Va falloir vraiment s'adapter en fonction du match-up, en fonction de la situation. On peut aussi remarquer qu'il joue une Gift Energy. Alors ça, pour moi, c'est vraiment le moteur du pioche du deck en late game. C'est pour jouer contre machine. Parce que ce deck-là n'a pas de moteur de pioche, il n'a que des recherches professorales, mais il n'y en a que 4, donc ça peut aller très vite. Et au bout d'un moment, les machines, ton but c'est récupérer les prices 2 par 2. Donc au bout du deuxième tour, les machines, elles ne fait plus vraiment piocher. Donc ça permet de jouer vraiment autour des machines adverses. Je pense que c'est tout pour ce deck, je le trouve plutôt intéressant, on verra comment il se développe dans l'avenir. On retourne sur un Dracofeu. Pas surprenant, il y avait énormément de Dracofeu. Et malgré le fait que les decks focus Dracofeu, on retrouve quand même pas mal de Dracofeu en top, et ça c'est inquiétant. Là, on a un Dracofeu qui joue Bibarel, donc il y a une certaine... comment dire Certains jouent avec Roucarnage, d'autres avec Bibarel, mais c'est vrai qu'au Japon, avec mes recherches, j'ai vu que Bibarel était plus apprécié. Pourquoi il est plus apprécié? C'est mon hypothèse, elle ne tient qu'à moi. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Comme tu sais que tu vas être vraiment focus par les autres decks, tu as des cartes qui existent comme dévolution. Et si tu te prends une dévolution sur un Roucarnage et un Dracofeu, ça fait extrêmement mal et c'est très dur de resetup un Roucarnage derrière. Roucarnage qui sera ta seule source pour aller chercher les cartes qu'il te faut, les cartes situationnelles, les machines, les dresseurs, etc. Et en même temps, Roucarnage est un Pokémon X. Et du coup, avec la nouvelle ceinture, c'est beaucoup plus simple d'aller le chercher. C'est pour ça que je pense qu'il est préférable de jouer des versions Bibarel, qui sont des versions plus safe, qui prennent moins d'évolution et qui jouent mieux autour je vais chercher tel ou tel Pokémon. Et le fait que Bibarel soit joué, ça permet aussi d'introduire une nouvelle carte que j'apprécie énormément, c'est ce Cryptomaniac. Tu prends 2 cartes de ton deck, tu mélanges ton deck et tu mets les 2 cartes au-dessus de ton deck. Donc tu fais ça, Bibarel, hop, t'as tuto les 2 cartes que tu voulais, que ce soit objet, dresseur, peu importe. Donc c'est très fort. On peut même imaginer aller un petit peu plus loin. Tu actives, donc si tu as ton setup Bibarel plus ton écureuil, j'ai oublié le nom, les gars, désolé, et j'ai peur de mal le prononcer. Donc tu as ton setup qui est classique, et tu actives Cryptomaniac, tu places les 2 cartes que tu veux au-dessus du deck, tu actives ton écureuil, donc tu remets les cartes en dessous de ton deck, tu pioches 1. T'as bien joué, donc t'as mis une carte que tu peux activer directement. Ça peut être, je sais pas, une pierre scellée que t'attaches. Ça peut être même Bibarel. Bref, une carte que tu peux jouer. Et ensuite, tu refais Bibarel et donc tu repioches 5. Et là, on se retrouve sur quelque chose où on est très proche de recherche professorale. Sauf que t'as pioché 6 cartes, mais dans les 6, t'as 2 cartes que tu voulais aller chercher. Donc je trouve ça vraiment très fort.
Dans ce dresseur-là, je le trouve aussi très fort dans les decks comme Baojan. Baojan, tu joues Amphinobi, donc tu places 2 au-dessus de ton deck, tu fais Amphinobi, tu pioches 2. C'est une tuto 2, c'est littéralement une tuto 2. Tu joues aussi des Pokéstop. Maintenant qu'on a des objets très puissants, ça peut être intéressant. Et cette carte, elle match parfaitement avec le deck Gros Mago, tout simplement grâce au passif de Gros Mago. Tu l'actives, tu places 2, tu actives le passif de Gros Mago, ta tuto 2, c'est littéralement le Vestar d'Arceus que tu peux répéter en fonction de combien de fois tu joues ton Cryptomaniac et ça ne change rien à l'objectif de ton deck. Très bon dresseur qui va rentrer dans pas mal de decklists. On peut voir que qui joue un Roucarnage V et il a raison, comme on a pu le voir dans cette top 16, il y a énormément de Ronflex. Je vous expliquerai pourquoi quand on arrivera sur la decklist, mais ça, vraiment, c'est pour jouer autour de Ronflex tout simplement. Par contre, lui, il a choisi le Prime Catcher, choix totalement compréhensible, ça reste comme je vous ai dit, ça reste un boss order, et Dracofeu tape très fort, très vite. Je pense qu'on a fait le tour de cette decklist, on va passer à la suivante. Et la suivante, c'est un nouveau deck. Et là, je ne sais pas si je suis content de vous présenter, mais c'est un nouveau deck Meule. Et il se base sur cet éléphant-là. Pour 2 énergies incolores, tu vas meuler une carte. Si tu as activé un dresseur temps passé, tu vas en meuler 3 de plus. Plus la carte que l'adversaire pioche, en gros, il perd 5 cartes par tour. Ok, pourquoi pas. Il a rajouté un Kunfi. Bon, sa combo avec Skateboard, ça permet aussi de ne pas payer les coups de retraite. En fait, c'est 2 cartes qui combinent très bien. On voit qu'il joue un nouveau dresseur temps passé. Tu es obligé de jouer tous les dresseurs temps passé que tu peux, parce que sinon, ton éléphant, il meule un par un et ça n'a aucun sens. Ce dresseur, très honnêtement, je le trouve très nul. Voilà, je vous le dis cash. Je le trouve très nul. Tu regardes les 6 cartes de ton deck, t'en choisis 2, le reste, tu le balances au cimetière. Moi, je connais un mec qui s'appelle Nikolai, il fait bien mieux que ça. Donc, ce dresseur-là, pas convaincu, mais t'es obligé de le jouer. Parce que si tu n'actives pas dresseur pendant ton tour, bah, ton éléphant ne fait absolument rien. Et c'est pour ça que tu joues 4 Pokématos pour être sûr de pouvoir activer un dresseur. T'es obligé de jouer des énergies aussi. T'en as pas forcément envie, mais t'es obligé de les jouer parce que sinon tu ne pourras pas activer, ce dresseur-là. Parce que t'es obligé d'attacher des énergies pour pouvoir le résoudre. La cape, l'énergie et les amulettes, c'est quelque chose de plutôt classique dans ce genre de deck. Tu as envie de protéger au maximum tes Pokémon. Mon avis sur ce deck, je vous avoue très honnêtement. Ah, pardon. J'avais pas vu, mais il y a aussi Eri. Et Eri, cette carte-là, elle me dérange, elle me fait chier. Surtout dans les decks Ronflex, on verra pourquoi. En gros, tu regardes la main de ton adversaire, déjà ça c'est chiant. Et ensuite, tu vas défausser jusqu'à 2 cartes objets. Ça défausse tout et n'importe quoi. Et contre les Dracofeu, je reviens encore à Dracofeu, mais on a vu que c'était un deck qui dominait énormément. Tu peux défausser des super bonbons. Et des Dracofeu qui perdent super bonbons, c'est inquiétant. Peut-être pour ça aussi que les gens préfèrent jouer des versions bibarrel. C'est vrai, je viens d'y penser. Très bon dresseur, et je pense que ce dresseur-là, lui, il peut par contre rentrer dans énormément de decks, pas que dans les decks contrôle. Aussi, on remarque que ce deck, j'ai l'impression que ce deck-là se meule plus vite que tu meules ton adversaire. C'est pour ça aussi que tu joues ce Roucarnage V. Pour être très honnête avec vous, je crois pas trop en ce deck, mais il faut que je joue contre ce deck ou que je le joue pour voir en fait à quelle vitesse tu meules l'adversaire, si c'est vraiment très rapide, si c'est vraiment très impactant. Il a fait top, certes, mais on n'oublie pas les gars qu'on est dans un format BO1. C'est un nouveau deck, dans une nouvelle méta, ça peut surprendre, et comme tu n'as pas la Game 2, Game 3 pour réadapter ta stratégie, ça peut créer ce genre de surprise et voir des decks meul comme ça en top. On verra ce que l'on y en nos réserves, mais je suis très sceptique pour ce deck. On passe au deck suivant, et là je suis content, on a du Giratina LZB. Alors quand on regarde la decklist comme ça, il n'y a rien de nouveau, rien de surprenant. On a donc les brioches, on en a que 2. C'est assez logique parce que ça va chercher que les Kunfi. On retrouve le skateboard toujours en combo avec ça. Donc je vous ai dit, tous les decks qui jouent Kunfi vont potentiellement jouer skateboard parce que c'est un combo qui est vraiment très puissant. On retrouve l'une des nouvelles cartes, et cette carte-là, je la trouve très intéressante, mais elle a un problème. Elle a un problème, je vous explique. Cette carte-là, Iron Leaves, dès que tu la joues de ta main sur ton banc, elle passe en poste actif et tu peux transbaser les énergies de tes Pokémon sur lui. Il tape donc à 180. Et comme je vous dis, les decks visent à tuer Dracofeu. C'est un Pokémon plante, Dracofeu et faiblesse plante, ça one-shot Dracofeu directement.
Cependant, le problème de ce Pokémon-là, il est très bon, mais le problème, c'est qu'il est plante, et il n'y a aucun autre deck qui peut jouer des énergies plantes, autre que des decks qui jouent des variants de Giratina, tout simplement. Donc c'est une très bonne carte pour counter un deck qui est très présent, mais très peu de decks vont pouvoir bien l'utiliser. Il a choisi de prendre le Prime Catcher. Je ne sais pas si c'est le choix que j'aurais fait, très honnêtement. Ça reste une bonne carte, mais j'aurais peut-être plus réfléchi à prendre la ceinture qui augmente de 50 les dégâts contre les Pokémon X. Ça te permettait en fait d'avoir plusieurs façons de tuer très rapidement. Donc tu as ton Lost Impact qui va déjà chercher tout et n'importe quoi. Mais avec la ceinture, tu passes à 330 et tu peux très facilement tuer Dracofeu. Tu peux aussi le Star Requiem pour tuer le deuxième. Et tu peux utiliser ton Iron Leaves pour tuer le troisième. Ou pour tuer X ou Y Pokémon. Il a fait ce choix-là. Pourquoi pas? Je pense que c'est pas un mauvais choix non plus. On soit très clair là-dessus. Maintenant que ça c'est fait, on va passer au cancer de ce jeu, les decks Ronflex. On voit énormément de decks Ronflex, il y en a 3 en top 16, alors qu'on ne l'a pas du tout vu dans la représentation jour 1. C'est normal. Bon, déjà, t'es pas très attiré par ce deck-là. Mais pourquoi il y a autant de Ronflex? C'est très simple. Ronflex a un match-up excellent match-up contre Dracofeu. Voilà, tout simplement. Et comme il y a une grosse dominance Dracofeu, les Ronflex remontent. Ils jouent contre plus de Dracofeu, ils gagnent plus, et donc ils ressortent en top. Pourquoi il est revenu aussi fort? C'est qu'il n'y a plus les Giratina. Ronflex avait un très mauvais match-up contre Giratina, et comme Giratina a perdu en cote, là il se balade. On va quand même regarder cette version, quelles sont les nouvelles cartes qui ont remplacé celles qui sont parties, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont parties chez Ronflex. On va commencer par cette Mantine. Vous vous rappelez de la corne dont je vous ai parlé? Et la corne qui permettait de mettre un Pokémon sur le banc et ensuite de le passer en passe actif. Les joueurs ont trouvé une solution. C'est cette Mantine qui permet de faire corne pour les deux joueurs, que tu peux choisir de mettre un Pokémon de ton cimetière sur ton banc ou un Pokémon du cimetière adverse sur son banc. Mais c'est moins efficace et moins rapide que corne, vu que c'est une attaque, donc il faudra le faire sur 2 tours. On a cette Eri là, et voilà, je reviens sur cette Eri dans le deck Ronflex qui me pose vraiment problème, qui me fait chier pour être très honnête avec vous, c'est qu'elle combotte parfaitement avec les sœurs. Je m'explique. Avant, quand tu jouais contre Ronflex, quand tu avais tes chariots, tes échanges, tes cartes de Switch en main, t'étais content parce qu'elles étaient en sécurité, elles étaient hors portée des sœurs qui, elles, vont qui vont fouiller dans le deck et virer les objets. Maintenant, même tes cartes en main, tes switchers ne sont plus en sécurité à cause de cette Eri. Et j'ai l'impression que ça va vraiment créer de la variance du très aléatoire où le mec il va jouer Eri, coup de bol, t'as les objets en main, il va te les enlever. Il va jouer ça, t'as pas d'objets en main, il va te les enlever du deck. Donc en fait tes switchers ne sont plus du tout en sécurité. Et ça c'est très très chiant. On voit aussi cette nouvelle énergie qui est très intéressante, très puissante. Une énergie spé qui donne une énergie incolore et qui prévient de tous les effets des attaques des Pokémon adverses. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le talent V-Star de Giratina ne fonctionne pas sur le Pokémon auquel cette énergie est attachée. Pareil pour le OHKO de Rugilune. Et je crois aussi, il faudra vérifier, vous me direz en commentaire, que l'attaque de Ténéfix ne fonctionnera pas sur les Pokémon auxquels cette énergie est attachée. Une énergie très puissante, très polyvalente, et que je trouve très intéressante. Bon, classique, il a choisi la cape sans grande surprise. Tu jouais déjà la cape luxuriante, elle avait un défaut, là t'as une cape qui n'en a pas, tu l'as choisi. Et je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire sur ce deck en particulier. On passe donc au deck suivant, et là on a un nouveau deck One Price temps passé. On va découvrir les cartes. Pour 2 énergies, tu tapes à 30 fois le nombre d'anciens Pokémon que tu as en jeu. Donc 6 au max, 3 x 6, 180. Ça me pose un petit peu problème. 180, je trouve que c'est, comme je disais, c'est pas ouf. 180, tu vas pas chercher les Pokémon X, tu vas pas chercher les Pokémon V. Et les meilleurs decks One Price sont des decks qui pouvaient aller chercher facilement les Pokémon, en fait des One Price qui vont chercher 2 Price, c'est parfait. Là, c'est pas vraiment le cas, donc il faudra plusieurs tours. Et ça me gêne un petit peu. Surtout qu'il n'a pas énormément de PV, même si on lui attache la capsule, il passera à 200, et 200 en fait, tu peux te faire one shot à tout moment. On a le Roaring Moon, donc le nouveau Régilune, qui encore une fois pour 2 énergies, va taper 70 plus 10 pour chaque carte ancien dans le cimetière. Bon, on en joue énormément, mais 70 plus 10, les gars, c'est super lent. Allez, pour que ce soit intéressant, comme je vous dis, pour qu'il puisse aller chercher un V
Allez, il faut qu'il tape à 220. Donc il lui faut 3 plus 10 plus 5, 15 cartes dans le cimetière. 15 cartes dans le cimetière, t'en passer, c'est dur, c'est très dur. Même si on a ce dresseur-là qui, tu regardes 6, t'en envoies 4. Ça va quand même être dur de mettre en place ce Pokémon. C'est vraiment en plus un Pokémon de late game. Par contre, heureusement que les deux Pokémon, les deux attaquants, les attaques ne coûtent que 2 énergies parce que tu n'as pas vraiment de moyen de mettre en place des solutions faciles pour attacher des énergies. Le combo que tu vas faire le plus souvent, donc ça va être vitalité. Tu attaches une énergie, et l'autre, tu l'attacheras de la main. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier? Les drums. Encore une fois, la carte est donc bien design. Une carte ancienne qui est jouée dans un deck ancien. C'est un très bon moteur de pioche qui peut te faire piocher jusqu'à 6 cartes. Pourquoi pas? Ok, je suis assez d'accord avec ça. On n'a pas parlé de ce Pokémon-là qui est intéressant, qui a un talent qui annule les talents des Pokémon en poste actif. Ok, pourquoi pas? Il y a peut-être quelque chose à faire. Et son attaque pour 3 énergies incolores, donc potentiellement il peut rentrer dans d'autres decks, ça reste un Pokémon psy, peut taper à 90 et place 2 marqueurs de dégâts on your opponent bench Pokémon in way you like. Ok, donc tu peux répartir 2 marqueurs de dégâts, pourquoi pas? Peut-être que c'est ces 2 marqueurs de dégâts là qui vont manquer pour aller finir ce que ce Coraidon a commencé. Mais 3 énergies, je trouve ça très lourd et c'est un peu dur à setup à mon avis dans ce deck. Ça va être très long, surtout qu'il a 90 et il se fait one shot par Greninja. Ça, c'est un peu plus inquiétant. L'éléphant, bon, j'avoue que je sais pas vraiment ce qu'il fait là, parce que mettre 4 énergies sur ce deck, sur ce Pokémon, dans ce deck, bah, c'est quasiment infaisable, voilà, je le dis. Donc je sais pas s'il a vraiment sa place. Ça reste un deck One Price qui peut taper fort, mais que en late game. Je suis encore un petit peu sceptique, voilà, je vous le dis, je suis un petit peu sceptique sur ce deck, mais peut-être qu'il fera quelque chose, on verra à l'avenir. On passe du coup ensuite sur un autre ronflex. Bon, on va pas passer trop de temps sur les ronflex, en soi ils se ressemblent un peu tous. La particularité de celui-là, c'est qu'il joue Yu-Yu. Vous vous rappelez de Crabominable qui meulait? Et bah voilà. C'est le remplaçant direct de Crabominable qui a la même attaque pour le même coup, tout simplement. On a ce Pokémon-là. Alors ce Pokémon-là, je sais pas s'il est très pertinent, mais je pense comprendre pourquoi il est là. En gros, Ronflex, quand il est en poste actif, il bloque les Pokémon actifs de l'adversaire. Sauf que si Ronflex part, l'adversaire peut attacher une énergie et battre en retraite. Ok. Alors que lui, s'il a fait son attaque, même si tu te prends un boss order, un prime catcher ou quoi que ce soit, et qu'il quitte le poste actif, bah ton Pokémon est quand même bloqué, il te faudra forcément un objet ou une énergie propulse. Je pense que c'est pour ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent. Et on remarquera aussi que... On remarquera que les decks se sont très vite adaptés. Si on reprend le Dracofeu précédent, qui jouait donc Roucarnage V pour jouer contre les Ronflex, ce Ronflex-là l'a déjà très bien anticipé en jouant Yu pour contrer cette stratégie. Très bien. Et là, on arrive sur Arceus Giratina, et j'ai hâte parce que j'adore ce deck. Arceus Giratina, on va essayer de comprendre pourquoi c'est un bon deck et c'est un bon méta-call sur ce genre de tournoi. Et bah, encore une fois... Je pense que c'est pour jouer contre Dracofeu, tu peux jouer la ceinture qui fait que ton Giratina tape à 330 et tu vas pouvoir aller chercher tous les Pokémon qui ont 330. Et en l'occurrence, il n'y en a qu'un actuellement dans le jeu, c'est Dracofeu. Parce que dans ce deck-là, tu ne vas jamais faire Star Requiem. C'est impossible. Ça te permet aussi du coup de jouer ce Pokémon. Vu que tu joues Giratina, tu es obligé de jouer des énergies plantes. Ça te permet d'avoir accès à ça. Quand je regarde, ouais, vraiment le deck, j'ai l'impression qu'il était vraiment build pour battre Dracofeu, très agressif. On a des Judge. Moi, j'aime bien le combo Judge Bibarel Petit Écureuil. En fait, ça fait en sorte que ta main bouge énormément et tu vas très vite chercher des cartes. J'aime beaucoup cette mécanique là. Et là, pareil, Eri. Et je pense que vraiment cette Eri est là pour aller... Bon, déjà, regarder la main de l'adversaire, je trouve que c'est un peu de la triche dans les jeux de cartes. Dans Pokémon, ça va parce que les mains évoluent très vite, changent très vite, une machine et c'est reset. Mais cette carte-là qui enlève les objets dans un format où des objets très puissants sont arrivés, bah va falloir bien timer quand est-ce que j'attache mon objet, est-ce que je prends le risque, est-ce que je vais perdre mon super bonbon. Va falloir bien jouer autour de cette carte et elle est très intéressante et très puissante.
pense que c'est tout pour ce deck. On va passer au suivant. Et le suivant, c'est le même, quasiment le même, sauf que celui-là, il est encore plus agressif contre Dracofeu. Et vous allez me dire, mais tu parles beaucoup, beaucoup, beaucoup de Dracofeu. C'est vrai, mais les gars, si tu n'as pas construit ton deck pour jouer contre Dracofeu et le battre, ce tournoi, tu n'avais aucune chance. Et là, on le voit que lui, en plus, il a rajouté des dévolutions. C'est ce que je vous disais au début, pourquoi les gens préféraient jouer des versions Bibarel plutôt que des Roux Carnage. Parce que les mecs rajoutent des dévolutions pour encore plus focus ce match-up. Actuellement, à part Dracofeu, je ne vois aucun autre deck qui est sensible à dévolution. Et le fait que le mec en rajoute deux, ça prouve son attention. Donc d'évolution. Et il a quand même anticipé le match miroir avec cette Gardevoir Radiant qui, elle, diminue de 20 les dégâts infligés par les Pokémon V de l'adversaire. Sachant que maintenant on a vu qu'il y avait du Lugia, du Arceus, du Giratina. Ça permet de jouer en miroir, là où toi, ton Giratina va pouvoir aller one-shot l'Arceus ou le Giratina en face. Et si l'adversaire n'a pas cette carte-là, lui ne pourra pas te le one-shot et ton Giratina pourra aller chercher jusqu'à 4 price en 2 tours. Très intéressant et je trouve ça plutôt bien pensé. Lui, il joue 2 Eri, je pense que vraiment, encore une fois, c'est pour regarder la main, virer les objets, virer les super bonbons. Pas grand-chose à dire de plus sur ce deck, je vous propose de passer au suivant. Encore une version d'LZB, et en soi, celle-ci est vraiment très 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 proche de celle qu'on a vue au début, donc on va pas trop s'y attarder. Encore un Dracofeu, et vous avez vu que malgré le focus acharné des decks sur Dracofeu, il y en a quand même 3 en top. Ça montre la puissance du deck. Ce deck-là, pas de particularité, on retrouve le combo Bibarel Cryptomaniac, que je trouve très intéressant. Par contre, ça j'aime bien, ça c'est une bonne tech, ça c'est bien réfléchi. Là c'était évolution, quand tu joues avec Bibarel, cette évolution-là marche très très bien avec le deck. Et j'aime beaucoup aussi de cette ceinture choix qui te en fait ce bandeau te permet de jouer librement Prime Catcher. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'aurais peut-être réfléchi à jouer la ceinture, mais en fait, c'est vrai que maintenant je me suis rappelé que ce bandeau existait, et ce bandeau-là est peut-être mieux que la ceinture parce qu'il te permet de jouer le Prime Catcher. Dans Dracofeu, en fait, quand l'adversaire va prendre une price, ton Dracofeu va taper à 210. 210, c'est chiant, ça ne va pas chercher les Baojan, ça ne va pas chercher les V, en gros, ça ne va pas chercher tous les Pokémon à 220. Avec cette petite ceinture qui rajoute juste 10, tu vas pouvoir aller les chercher, ça t'évite d'overkill avec la nouvelle ceinture. Par contre, la nouvelle ceinture qui augmente de 50, ça peut aussi peut-être être intéressant. Il faudrait regarder en termes de price comparaison, à partir de quand les 50 te permettent d'aller one-shot le Dracofeu adverse. Mais j'ai l'impression que même si tu one-shot le Dracofeu adverse, ton Dracofeu derrière, tu vas te le faire one-shot, donc c'est pas intéressant. En soi, une decklist comme on a vu, on va passer au top 3. Et dans ce top 3, on a encore un Ronflex. Ce Ronflex-là, de ce que je vois, n'a pas fait le choix de jouer Mantine. Ok, en soi, Mantine a été joué, mais je suis pas convaincu. C'est vraiment lent. C'est un setup en 2 tours. Il joue plus de Eri, des sœurs. En gros, sur ces decklist-là, il n'y a pas grand-chose à dire, les gars. Et là, on passe au top 2. Et là, c'est un Arceus Vulpix. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et là, vous allez me dire, mais tu nous fais chier avec ton Dracofeu. Mais les gars, je suis désolé. Quand je vois cette decklist a été construite pour battre Dracofeu. Regardons Vulpix. Pour 3 énergies, tu tapes à 160, ok. Mais, durant le tour de l'adversaire, le prochain tour, il ne prend aucun dégât des Pokémon qui ont une habilité. On va regarder très rapidement une decklist Dracofeu. Habilité. Bon, il n'a pas d'habilité, mais super, tu tapes à 90. Habilité, même si tu n'as jamais tapé avec. Habilité. En gros, si le Vulpix Vestar tape, Dracofeu n'a aucune chance, n'a aucune solution d'aller le chercher. Et tu vas pouvoir taper en roue libre avec ce Vulpix. C'est vraiment un très très bon métacall. Et en plus de ça, les gars, regardez son Vestar. Cette attaque, c'est 70 fois le nombre de Pokémon V que l'adversaire a. C'est parfait. Tu as un bon match-up. Enfin, t'optimises contre Dracofeu et t'optimises contre les decks V, sachant que maintenant, on a vu qu'il y avait Arceus, Giratina, Lugia. Donc c'est très bien pensé. Ce Vulpix prend une très bonne place pour ce tournoi. Non, c'est juste très bien pensé. En plus, il est boosté par cette énergie-là. Parce que Vulpix, faut pas oublier qu'il a très peu de PV.
Il a 240 pour un Pokémon V-Star, c'est pas beaucoup. Mais cette énergie-là va le protéger contre l'OHKO de Régilune en plus. Euh, une decklist très bien réfléchie et on voit qu'il joue 2 Turin et 1 Cheren. Dès que ton Vulpix commence à prendre un peu de dégâts, en fait tu le remontes dans la main. Et je pense qu'il y a un jeu de... Il joue 2 et 2, donc en fait l'objectif c'est setup tes 2 Vulpix et hop 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 tu les interswitch avec les Turin et dès qu'il y en a un qui a pris trop de dégâts. Une decklist très bien réfléchie, très bon metacall pour ce tournoi. Il a choisi Prime Catcher. En vrai, c'est peut-être le meilleur objet à aller dans ce deck. Bravo à lui, très bon call. Et maintenant, on va passer au grand gagnant de ce tournoi, le Lugia. Lugia qui est un deck qui avait disparu chez nous en Europe, qui, on a vu dans la première vidéo, a perdu un très bon dresseur. Comment ça se fait qu'il est retrouvé en popularité et qu'il vienne à gagner un tournoi aussi majeur? Et bon, on va regarder ça. Déjà, il gagne cette énergie-là, énergie spé, qui est très polyvalente, très efficace. Première chose. Deuxième chose, il gagne ce Pokémon, ce Cinccino, qui est vraiment exceptionnel. Certes, c'est une évolution, mais l'attaque compense cette faiblesse. L'attaque, il tape à 70 fois le nombre d'énergie spé attaché à ce Pokémon. C'est insane. On connaît tous le combo de Lugia avec Archeops. Archeops qui peut du coup placer 4 énergies spé par tour. Donc déjà, tu fais ton tour classique, tu peux taper à 280. C'est énorme. C'est ce que je vous disais. Un one price qui va chercher des 2 price, c'est très fort. Mais un one price, qui va chercher des 2 price à 220, 240, c'est très fort. Mais un one price qui va en plus chercher des Pokémon à 280, c'est encore plus fort. Et même pire que ça, t'as juste ensuite à lui attacher une énergie de la main pour qu'il puisse taper à 350. Et là, 350, tu vas chercher littéralement tous les Pokémon du jeu très 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 facilement. Et même s'il a une énergie double turbo attachée, c'est pas grave, il tapera toujours à 333. Et je reviens toujours à la même chose, et ça one shot ce bon vieux Dracofeu. Un Pokémon très 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 puissant qui explique la montée en force de Lugia. Ensuite, je vous ai dit que le Lugia avait perdu un très bon dresseur. Comment les joueurs ont contourné un peu cette perte? Eh bien, ils l'ont contourné avec Jack. Jack qui fait moins bien le boulot, parce que le dresseur précédent faisait vraiment exactement ce qu'on voulait. Il permettait d'envoyer très rapidement 2 Archeops au cimetière. Là où Jack fait moins bien le boulot, mais est plus polyvalent, il permet d'aller chercher 2 Pokémon évolutifs et les ajouter à la main. Donc on peut chercher Lugia, Archeops et Cinccino. Donc il y a une certaine polyvalence. Mais l'objectif, on va pas se mentir, c'est faire Jack, récupérer tes 2 Archeops et les envoyer au cimetière. Et tu as plusieurs solutions pour les envoyer au cimetière. La meilleure selon moi, c'est cette Ultra Ball. Tu les envoies au cimetière, tu vas chercher ton Lugia, tu fais évoluer et t'es setup. Parfait. Deuxième solution, recherche professorale. Je suis moins fan de cette solution et je pense que c'est pour ça qu'il a mis aussi cette carte-là en x2. C'est que dans le deck, tu joues énormément d'énergie spé. Je crois qu'il y en a 8, 12, 12, 12, 12, il y en a 17. 17 énergies spé, donc tu vas forcément en retrouver en main. Et les énergies spé, le truc c'est que ça ne se recycle pas. C'est pour ça qu'il a mis 2 professeurs. Par contre, il a contrebalancé ça avec un autre dresseur. Et ça, je trouve ça très bien trouvé de sa part, très intelligent. C'est Serena. Serena, on s'explique. Discard jusqu'à 3 cartes de ta main pour en piocher jusqu'à en avoir 5. Déjà, ça discard, donc ça permet d'envoyer tes Archeops au cimetière, de piocher, intéressant. Et le deuxième effet, ça fait boss order sur les Pokémon V. C'est parfait. C'est hyper polyvalent, surtout qu'on a vu que maintenant Arceus, Giratina, Lugia sont revenus en force. Ça, c'est très très bien trouvé. C'est pour ça que je pense qu'il joue 2 comme ça, 2 comme ça. Il a choisi de jouer la Master Ball. En soi, c'est pas un choix déconnant, c'est même un bon choix vu que tu dois. Dans ce deck-là, tu as envie d'aller chercher des Pokémon, tu as plein de Pokémon à aller chercher, et plus tu as de solutions d'aller chercher, mieux c'est. Cette énergie-là, bon, on la présente pas, mais qui permet de jouer contre les Pokémon V, et maintenant, il y en a beaucoup plus. Donc c'est cool. C'est une decklist qui est très bien construite, très bien réfléchie, et qui a su tirer parti des nouvelles cartes. Voilà, c'est tout pour ce top 16. Je voudrais juste vous clarifier quelque chose. Ça reste un tournoi japonais en BO1, je préfère le rappeler. Et généralement, je trouve que le niveau européen-américain est meilleur que le niveau japonais. Donc là, on a un aperçu des listes qu'on va construire, mais elles ne sont pas parfaites. Il faut aussi se dire ça, c'est que ces joueurs-là, ils ont expérimenté un nouveau format. Donc ils ont construit des decklists, et leurs decklists vont s'améliorer au fur et à mesure. Maintenant que c'est dit,
J'espère que cette vidéo vous a aidé, elle vous a permis de vous projeter. Moi, personnellement, je vais commencer à récolter quelques cartes Lugia, les énergies, quelques cartes Arceus pour jouer Arceus Giratina pour être prêt le jour J. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour la partie 3. À bientôt.